t'as vu que les hommes et les femmes communiquaient, toi? Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme au parcours singulier. Thierry Marx est l'un des chefs les plus reconnus de la gastronomie française. Ancien militaire, formé par les Compagnons du Devoir, il a construit une trajectoire marquée par l'exigence, la discipline et la transmission. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse n'est pas seulement son parcours, c'est aussi de l'entendre parler des femmes. Les femmes qui ont composé sa vie, de ce qu'elles lui ont transmis, de la façon dont ces liens ont façonné son regard, ses relations et sa manière d'avancer. Une conversation sur le couple, la liberté, le temps qui passe et sur ce que l'expérience finit par révéler. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce magnifique restaurant au nord, rue du Faubourg Saint-Honoré. Quand on est ici et que vous regardez avec un petit peu de recul votre parcours, est-ce que vous ressentez de la fierté? En plus, on fête les 3 ans, je crois, Oui, de oui, chez c'est Honor. vrai, c'est vrai. De la fierté, non, parce que, voilà, je pense que c'était un cheminement assez, classique d'un artisan, mais, le fait que nous ayons réussi avec les équipes à concentrer dans ce lieu tout ce qui, est une forme d'engagement sur, l'impact social, sur l'impact environnemental, sur ce qu'on a toujours essayé de défendre et ce que nous essayons toujours de défendre, de l'avoir cristallisé grâce à une femme d'ailleurs, parce que c'est Mathilde Lécotet qui a fait toute la décoration, eh bien, ça me rend heureux. Fier, non, peut-être que fier, c'est, vous pourriez être fier de dire: «Bah, voilà, ce serait la fin de ma vie» et de dire: «Bah, je suis fier d'avoir essayé au moins de Ouais. faire quelque chose qui ait pu servir, ce qu'on appelle l'intérêt général». Bon, c'est pas plus Oui, que c'est ça. quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ça. L'équipe et d'avoir embarqué. Le sens de la vie, oui, ça me tient à cœur dans le sens où cette vie, permet à des gens qui des fois, se croient assignés à une situation sociale, Mmh. qui n'ont pas de raison de se croire assignés à une situation sociale. Et rien de mieux que l'enseignement, la transmission d'un savoir-faire pour faire des hommes libres. Des hommes au Mmh. sens évidemment large du terme. Et je me souviens quand j'étais chez les Compagnons, il y a un ouvrier, un charpentier, qui m'avait dit: «C'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. Mmh. Plus tu seras curieux, plus tu seras instruit, plus tu seras instruit, plus tu seras un homme libre». Et je crois que l'artisanat permet de transmettre ce genre de valeurs, de se dire: «Quoi qu'il arrive, je vais rester en verticalité». Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime, c'est vrai, au quotidien, de ne jamais se croire assigné à une situation. Ce parcours avec, également un peu de recul, est-ce qu'il y a des femmes qui ont vraiment compté, dans votre vie et qu'est-ce qu'elles vous ont transmis de plus précieux par rapport à votre parcours si vous voilà, prenez un Ah peu de nous recul? Oui, bien sûr, mais d'abord les hommes sont dépendants, les hommes au masculin sont dépendants des femmes. C'est un fait. Alors pour quelqu'un qui adore la liberté, vous parlez de dépendance. Oui, mais je parle de dépendance parce que c'est vrai. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai pas de naissance Non, sans mais une qu'est-ce que femme, sans une quand vous maman, parlez de donc dépendance, mais oui, c'est c'est une fort vraie quand même. dépendance. Moi, j'ai eu la chance de croiser, des femmes qui ont marqué des repères dans ma vie. Donc, Mmh. je pourrais vous citer ma mère, ma grand-mère, et puis ensuite une succession de femmes dans ma vie. Mais, ma mère et ma grand-mère, elles m'ont appris, la verticalité. Alors peut-être avec un peu trop d'effet masculin, parce qu'elles me disaient: «Un homme, ça ne se couche pas pour rien, un homme, ça reste droit». Et surtout, ça vient de ma mère, heu, dès que je me plaignais de quelque chose, elle me disait toujours: «Ne cherche pas la responsabilité chez les autres». Mmh. Et ça, bah, vous vous rendez compte le patrimoine que ça peut représenter? C'est pas du numéraire, c'est, de m'apprendre. Moi je me souviens de ma grand-mère et de ma mère. Ma mère, moi, 3 premières années de ma vie, j'étais seul, avec elle. Mon père était militaire Mmh. et il n'était pas rentré encore. Donc j'étais seul avec ma mère et ma mère, c'était, avant d'aller, le soir, elle rentrait, elle lavait ses vêtements, elle les mettait à sécher pour aller travailler le lendemain, elle se levait à 5 heures, elle préparait le petit déjeuner, en même temps elle faisait du tricot et cetera. Elle construisait et elle ne se plaignait jamais.
Mmh. Or qu'on vivait dans 20 mètres carrés, et c'était très heureux. C'était ce que je vous raconte est très joyeux, mais l'apprentissage qu'elle m'a donné, c'est de ne pas me plaindre. Ma grand-mère, c'était pareil. Dire: «Non, non, regarde devant toi, sois droit». Et cette relation aux femmes aussi, c'est de dire, «Attention, on a notre rôle à jouer». Donc il y avait pas d'ambiguïté homme-femme, chez moi. Ma grand-mère, tenait la baraque, comme on dit, et ma mère tenait la baraque, et tout ça avec beaucoup d'équilibre et beaucoup de bienveillance. Mais il n'était pas question de se lamenter, de dire que le professeur m'aimait pas et c'est pour ça que j'avais de mauvaises notes. Mais non, elle me C'était disait, votre responsabilité ah si oui, ça se elle me passait. disait: «Cherche la solution ailleurs», et surtout, elle disait, «Plutôt que de fabriquer des coupables, cherche des solutions, ça sert à rien». Et je peux vous dire que dans votre patrimoine de départ, ces femmes-là, je dis ces femmes-là en parlant de ma grand-mère et de ma mère, c'était très bien, et elles assumaient tout. Elles avaient connu la guerre, Ouais. elles avaient connu, les privations aussi du mari qui était plus là, qui était soit à la guerre, soit, donc c'était quelque chose. Elles savaient ce que c'était que de gérer, la maison, de donner une éducation aux enfants et d'apprendre à ces enfants à affronter la vie. Et je reprends ce propos de la verticalité, parce que s'il y a bien 2 femmes qui m'ont donné la verticalité, c'est ces femmes-là, et le respect de la parole donnée, et cetera, et cetera. Mmh. Donc tout ça est né d'observer, ma mère. Ma mère, c'était, un tricot, un pull tricoté par mois, le petit déjeuner tous les jours, et elle prenait quand même par jour 1 heure de lecture classique pour qu'elle revendiquait qu'elle, ouvrière et puis ensuite ouvrière spécialisée dans son domaine, elle avait un parcours de construction brique par brique, et pour moi c'était, une observation. Les Japonais ont un idéogramme pour ça, ils disent: «Shuari», il dit: «Observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover». Mais ce que me donnait, ma mère, c'est que je l'observais beaucoup, peu de mots. Ça, j'avoue que c'était pas quelqu'un qui, s'épandait en mots, mais elle avait une verticalité, une curiosité qui fait qu'à un moment donné, je marchais derrière ma mère, Mmh. pendant très, très longtemps. Donc non, non, c'est un repère, très important, et il y a des femmes qui, comme ça, vont ponctuer, nos vies. Alors après, pour d'autres raisons, qui sont bien loin de celle de la relation, mère-fils ou grand-mère et petit-fils, mais elles vont ponctuer nos vies. Mais bien souvent, la mère de départ a une importance considérable dans la construction de l'être humain, de l'homme. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu une transmission au niveau, du goût de la cuisine ou pas? Pas du Par ces tout. femmes? Non, pas du Non, tout? non, pas du tout. Ma mère travaillait beaucoup. Elle a progressé dans son métier parce qu'elle s'en est donné les moyens. Ma mère, et ses parents étaient morts sur les routes de l'exode. Donc ma mère va être placée. Ensuite, elle va être ouvrière dans une crèmerie, et ensuite elle va reprendre des études, aide-laborantine, et puis ensuite laborantine. Tout ça, pas à pas, jour par jour, des dizaines et des dizaines de livres Mmh. accumulés, retranscrits à la main dans des cahiers pour monter en compétences dans son métier, sans jamais rien, lâcher. Donc ce sont Un des vrai modèles, un modèle de un modèle de ce que j'ai évoqué sur la curiosité ouais. pour faire, une femme libre. Donc elle a été libre, elle a construit, et tout ça. Donc finalement, quand j'observais, cela, j'avais pas de raison de me plaindre, et 1 fois par semaine, la relation à la cuisine, elle était simple, c'était moules frites le samedi soir. Mmh. Donc on se retrouvait à tous gratter tout ça, couper, éplucher les pommes de terre, les couper, et c'était la fête. Et elle faisait un gâteau d'ailleurs assez, merveilleux. Elle faisait un dessert avec un gâteau aux pommes, avec, de façon un peu 4/4 de faire tout ça, et c'était génial. Donc les souvenirs «gastronomiques» entre guillemets, de ma mère sont assez simples, avec des ponctuations évidemment économiques par moment. Mais moi je me souviens, de ces coquillettes concentrées de tomates et corned beef. Mon père aimait le corned beef, donc on en mangeait, et tout ça avec un gratin de coquillettes. Bon voilà, c'était des plats, familiaux, roboratifs, mais qui faisaient plaisir à tout le monde. Donc la relation à la gastronomie, c'est pas vraiment ma mère. Oui, mais sans être la gastronomie, est-ce que le côté, du repas, de se retrouver autour d'un repas, de ce moment convivial peut aussi faire naître, un goût pour, le partage, pour la transmission, pour Dans la donner? petite enfance, il y avait cette relation, on passe à table. Mmh. Et puis évidemment à l'adolescence, on a quitté un quartier très populaire pour arriver dans ces grands ensembles, bétonnés, du Val-de-Marne, Mmh. et c'était nettement moins drôle. Eux, ça leur faisait beaucoup, à mes parents et notamment à ma mère, beaucoup de temps dans les transports pour arriver, et essayer de participer au dîner. Donc le dîner est devenu, à partir de l'adolescence, assez éclaté. Le premier qui rentrait à la maison se faisait, dîner, Oui, ce qui est et souvent là le cas au moment de l'adolescence. ça a déstructuré un petit peu les choses. Mais ensuite, ma mère, quand elle est devenue grand-mère,
a repris cette capacité à recevoir, à faire à dîner, etc., etc. Mais, à mon adolescence, à moi, c'est plus compliqué parce que c'est des gens qui travaillaient vraiment, vraiment beaucoup. On se plaint de travailler beaucoup aujourd'hui, mais eux, c'était Ah bah, c'était bien au-dessus le de ça. double, au moins. D'ailleurs, il y avait même plus il y avait même pas le samedi. Ils finissaient à 16h le samedi, restait vraiment que le samedi soir et le dimanche pour profiter de la famille. Donc c'était une autre époque. C'est pas du tout. Mais en tout cas, le modèle de ma mère et le modèle de ma grand-mère ont été des modèles de construction forte et j'emploie toujours ce mot qui me plaît beaucoup, de verticalité. Ouais. Pas se plaindre de ce qu'on a, regarder un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon pour essayer d'attraper des opportunités, se morfondre, se plaindre, finalement se courber, se coucher pour rien, être dépendant d'une administration, c'était pas leur truc, ça, c'était vraiment... et puis ensuite, savoir construire pour la cellule proche. Ça, c'est ce que savait faire ma grand-mère merveilleusement bien. Un marché une fois par semaine où elle achetait de façon très équilibrée et elle faisait déjeuner, dîner tous les jours avec un budget extrêmement serré, mais c'était toujours... et en même temps, une femme qui avait connu la souffrance de la guerre de 14 Mmh. pour avoir perdu un premier mari, puis un fils, et ensuite, elle ne s'était jamais remise de ça, même en vivant avec mon grand-père. Ah. Donc c'est une femme qui beaucoup de profondeur, et je me souviens d'elle parce qu'elle était aussi un repère de peu de mots, mais des mots qui claquaient et ça bronchait pas à la maison. Les moments forts avec ma grand-mère, c'était par moments de partager le soir une tartine de pain et des sardines à l'huile. Elle adorait, comme moi d'ailleurs, les sardines à l'huile et on mangeait ça sur un petit coin de table là, tous les 2 et c'était vraiment notre temps à nous. Et en même temps, c'était aussi une époque où il y avait peu de place à la sensibilité. Mmh. Est-ce Pas sûr, pour lui parler de sensibilité, il y avait de la place pour la sensibilité, il y avait pas de place pour la sensiblerie, je dirais, ouais, les fausses sensibilités, les fausses excuses, les mots qui sont là simplement pour vous plaindre, donc pour vous affaisser, et cetera. Non, mais il y avait quand même, une relation, affectueuse, il y avait quand même du sensible, il y avait quand même des échanges qui, relevaient de la sensibilité ouais. mais il y avait pas de sensiblerie. On confond Oui, un petit peu c'est tout vrai que c'est une nuance. aujourd'hui, le prof vous a mis une mauvaise note, c'est de la faute du prof, il est pas gentil Non, et non. il est discriminant. Bah, nous, on n'était pas éduqués comme ça et les femmes, qui nous éduquaient, ne nous éduquaient pas comme ça, c'était quand même autre chose. C'était autrement. Je veux bien qu'on compare pas les époques et que comparaison est poison, mais je trouve qu'on arrivait à construire une certaine verticalité jusqu'à ce qu'on évoque aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, et c'est un drame absolu. Je peux vous dire que chez ma grand-mère ou chez ma mère, il n'y avait pas de place pour quelque violence que ce soit. Mmh. C'était carré dès le départ. Donc, et tout le monde le savait, tous les hommes le savaient, que ce soit moi, le fils, le père ou le grand-père, on savait qu'il y avait des limites à pas franchir. Et ça, c'était une question d'éducation. Mais on a délégué les éducations, on a délégué l'éducation à l'école, on a délégué l'éducation aux médias, on a délégué l'éducation à tout un tas de gens qui ont fini par diluer cette éducation. Donc vous avez dilué la parole aussi de la famille. Donc c'est tout ça qui s'est un petit peu peut-être dérégulé, hein, pour des causes diverses et variées. Oui et puis peut-être que dans votre schéma, le fait que votre papa soit militaire absent, elles ont aussi pris le rôle paternel du côté justement, je trouve bien souvent plus d'être dans la verticalité, le courage, le dépassement de soi, l'apprentissage, et la maman peut être plus dans la rondeur, dans la douceur. Enfin, c'est souvent des rôles qui sont alors qui paraissent peut-être aussi vieillots, mais qui ont pendant des années fonctionné. Mais Ouais, vous, ouais. dans votre schéma Alors, moi, la rondeur et la douceur, je l'avais plus chez mon grand-père et chez mon père. ouais, c'est ça. En gros, bon, les femmes, elles ont un peu toujours raison. Retirons-nous du débat, on va aller marcher, on va aller faire du sport, on va aller bricoler et ça va se calmer. Mmh. C'était ça la règle, et donc la rondeur, l'écoute, des fois sans autorité, c'était plus chez le masculin, donc chez le grand-père, et chez mon père il disait: «Bon bah, on s'agueule un peu, on va aux puces». Ouais. Et on allait se balader aux puces avec mon grand-père, on vendait des vieux métaux, il y avait et on rentrait à la maison, tout était calmé, apaisé, et c'est ça. Mais ces 2 femmes, qui ont vraiment compté pour moi, c'était une autorité, mais pas d'autoritarisme.
Mmh. Mais c'était une autorité, c'est-à-dire que rien que leur présence physique faisait que, bon, ok, à un moment donné, les mots, ça suffit. Alors soit on se tait, soit on se calme, ou on va faire un tour, mais en tout cas, dans cette cellule-là, dans cet écosystème-là, il n'y a pas de violence entre nous. Mmh. Et c'était un modèle de construction, et j'ai l'air comme ça d'en parler uniquement pour ma famille, mais les copains que j'avais à l'époque, de ma petite enfance et de mon adolescence, quand j'entrais dans la cellule familiale, on ne voit pas tout, évidemment, quand on est le copain d'un copain et qu'on rentre dans un foyer, on voit pas tout. Mais globalement, l'éducation de base était faite par la maman qui rythmait un peu les choses, et que le papa était plus, lui, des fois, à l'écoute ou un petit peu dans le recul en disant, bon, elle a raison Mmh. ta mère quand même, tu te tiens pas bien, oui, range ta chambre, c'est pas ta bonne, etc., etc. Donc je trouve que l'éducation de l'époque, bah, elle n'était pas si mauvaise que ça s'est dégradé avec l'accélération de la consommation, ça s'est dégradé avec, l'éloignement aussi, le fait de beaucoup de temps passé dans les transports et c'est ça, où on bénéficiait de moins en moins de la présence, d'une autorité, À la familiale. maison, ouais. C'est la dérégulation de cette société qui a fait perdre aussi en termes d'éducation, et ça je le regrette toujours. Ouais, ouais. Et est-ce que, dans votre parcours, il y aurait une femme qui aurait cru en vous avant que vous n'y croyiez vous-même? Beaucoup. Pas beaucoup parce que c'est pas forcément des femmes avec qui j'ai vécu. La mère de mes enfants, elle a cru en moi alors que j'étais, au 4e dessous, quoi. D'ailleurs, je me souviens, c'est elle qui va, m'aider à reprendre mes études en les finançant. Donc ça veut dire qu'elle croyait, Mmh. bon, peut-être un peu d'amour, un petit peu de tout ça, mais en tout cas, elle me fait confiance de me prêter l'argent dont j'ai besoin pour reprendre mes études. Après, il y a d'autres femmes évidemment qui ont, structuré ma vie, des femmes qui un couple, mais, une des femmes m'a dit: «Ah non, mais reprends tes études parce que c'est pas possible d'écrire le français comme tu l'écris, il faut que tu reprennes des études», et elle va me pousser, à aller, suivre les cours du soir, au lycée Hélène Boucher à Paris, pour passer le brevet des collèges et le baccalauréat. Et évidemment, ça va me faire monter dans cette société qui va me donner le goût du voyage et de pouvoir partir, et c'est ça. Ensuite, il y a des femmes qui, ont construit aussi un parcours de ma vie professionnelle, et puis d'autres avec qui je me suis, associé parce qu'elles apportaient un regard différent, et parce qu'après, je vais pas, dégrader le propos, mais il y a aussi les femmes que vous rencontrez où il y a ce triptyque finalement, Eros, Philia et Agapé. Donc bah, il y a quand même une notion de désir, après il y a une notion de partage, Mmh. et puis il y a une notion d'amitié. Vous voyez, donc ce qui pour moi fait aussi des équilibres, très intéressants quand vous avez, une attirance, une envie de travailler avec une femme. Mais on peut pas se cacher qu'il y ait, un moment de désir, un moment de Ouais. et puis que le désir, on sait très bien que c'est Mmh. assez explosif, que ça peut partir dans tous les sens, comment on rééquilibre ça? Et on voit bien que la durée, enfin en tout cas c'est ce que je constate à titre personnel, que la durée d'une relation est basée sur ce triptyque, Eros, Philia et Agapé. Mmh. Finalement, on finit par partager, beaucoup plus que simplement le désir ou que simplement le partage de ce qu'on veut, du business, de la table, de ce que vous voulez. Il y a cette notion aussi d'aller, ensemble affronter, des difficultés. Alors après, on a tous des besoins, un peu moins de besoins par rapport à ça. On a aussi besoin de garder sa liberté, sa liberté d'agir, sa liberté de comprendre. Ça Mais ça tout ça ça, ça c'est faisait partie des questions, mais justement, je vais rebondir tout de suite, parce que la liberté, vous en parlez souvent, vous dites que c'est très important pour vous. Est-ce qu'on peut être libre à 2? non, pas vraiment. C'est un compromis. C'est-à-dire que je vous ai beaucoup parlé de verticalité. Je vous ai beaucoup parlé, donc si je vous parle de verticalité, je vous parle de solitude, Mmh. et je ne vais pas vous parler de la solitude du chef, quel qu'il soit, chef d'entreprise. Donc à un moment donné, dans votre verticalité, vous êtes, dans un arbitrage de vos choix pour avancer, et à 2, ben, si c'est un binôme, ça devient différent. Alors, il y a par moments, ça peut très bien fonctionner parce que l'autre, vous êtes seul, mais l'autre devient un conseiller. Est-ce que vous allez écouter ses conseils ou pas? Il y a, c'est pas mais c'est pas toujours compatible. C'est pas toujours compatible. Il y a des décisions, à prendre qui vous imposent, de cette verticalité, donc de cette solitude, d'avoir à trancher des situations, et qu'effectivement, que l'autre ne peut ne pas être d'accord, Mmh. et alors après c'est un arbitrage, c'est, une relation. Il y a aussi, l'autre qui se dit: «Bah, c'est ta décision, je m'efface».
Ça peut arriver, mais ça, c'est le cheminement de la vie. Moi, je pense qu'on se construit bien en verticalité, donc un petit peu en solitaire, mais ce qui ne vous empêche jamais d'être à angle droit, solitaire et solidaire. Et que finalement, un, que deux deviennent un. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça arrive très souvent dans des couples très équilibrés qui se disent: «OK, on pèse le pour et le contre, on arbitre, est-ce qu'on est d'accord?» C'est ça l'importance. Est-ce que ça ne préfère on y va et on y va ensemble. Donc le 2 fait un. Et c'est ça, Joli. cette temporalité, elle est là, mais c'est vrai et je le souhaite pour beaucoup de couples, c'est qu'à un moment donné, une décision, elle est prise à 2 et là, il y a une unité qui fait que, ces 2 personnes finalement se disent ont le goût du compromis, ce qu'on ne connaît pas vraiment bien, aujourd'hui en France et se disent: «Bah, ça va nous rendre heureux tous les 2. Allons-y». Parce que là, il faut lâcher la main du passé, de certains engagements que vous avez eus, que vous n'avez plus, et cetera, et cetera. Donc l'unité, mais effectivement, alors je reviens à mon cas personnel, d'être Bien sûr. solitaire est quelque chose qui m'a appris énormément, mais solitaire et solidaire, qui fait qu'à un moment donné, vous gardez une forme d'angle droit, qui fait qu'à un moment donné, bon, ben voilà, les choses sont équilibrées. Mais sinon, c'est quand même, moi je crois à la conversation, je crois au dialogue et au fait qu'à un moment donné, on peut trouver un compromis pour continuer à avancer ensemble. Si vraiment il n'y a pas de possibilité, à un moment donné, il faut peut-être reprendre aussi sa verticalité, sa solitude. Mais c'est toute l'ambiguïté du genre humain. Et en parlant de couple, quelle est la part de responsabilité de votre épouse dans votre, parcours professionnel, dans votre réussite? Non, Est-ce qu'il y en a une peut-être? Il y en a pas? oui, oui, non, forcément. Forcément, j'ai l'air de réfléchir à cela, mais oui, forcément, parce que vous avez besoin de ressources, vous avez besoin d'une écoute par moment, vous avez besoin. Alors, c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours eu besoin de. J'étais plutôt dans le fait de me dire bon bah mon rôle est de tracter tout le monde. Mmh. Je suis pas sûr que ce soit vrai. D'abord, je suis pas sûr que les compagnes successives se disent «J'ai pas besoin de lui, moi. C'est pas pour ça que je suis avec lui». Mais moi, je suis un peu dans le moulage à l'ancienne en disant: «Bon, bah, mon rôle est d'aller au». J'aime bien, cette phrase de Bertolt Brecht qui dit: «Celui qui ne combat pas a déjà perdu». Bon, d'avoir cette image de celui qui va aller, combattre jusqu'au bout pour la vie du groupe. Mmh. Et de sa Alors, famille? oui, oui, de l'écosystème qu'on a commencé à créer. Moi, je vois bien les grands discours politiques, mais tout ça, c'est complètement, surfait, pas du tout. Moi, je crois que les hommes, que ce soit au 19e, au 20e au XXIe siècle, ont besoin de créer un petit écosystème, qu'ils ont envie de le protéger, de le développer, de le faire grandir, chacun avec ses qualités propres. Mais donc je me suis placé un petit peu comme ça, je dois tracter, je dois pas faillir, et cetera, et cetera. Vous allez me dire: «C'est Bah, ringard, en c'est plus en nul et c'est plus ça». avec l'éducation que vous aviez Ben reçue. oui, oui, donc moi je me souviens de mon père, qui rentrait, qui avait ce sens de dire: «Bon, bah, voilà». Alors on va me dire: «Ah non, mais c'est pas beau de parler comme ça». Mais c'était ça, c'était mon modèle. Mon père n'a jamais failli. Il a toujours été là, amener ce qu'il fallait, pour que la famille soit équilibrée. Ma mère de la même façon, donc tout ça était très équilibré. Mais très personnellement, moi j'ai besoin de sentir que je sers à quelque chose, quoi. Et je peux pas me contenter de me dire, je vais donner une image d'un type assis sur son canapé à jouer avec un jeu électronique. Là, c'est pas du tout, l'image que j'aimerais donner, soit à ma compagne, soit à mes enfants, au contraire, je préfère regarder l'image de quelqu'un qui va, jusqu'au jour où vous soufflez la veilleuse, avoir, donné le maximum de lui-même, quoi. Alors je suis sûr que je vais me faire taxer de ringard, Non, pas du tout, mais pas mais du c'est tout. un peu l'image que j'en ai, c'est celui Ouais. qui ne faillit pas, ni à sa parole, ni, à ce qu'il doit faire pour que l'écosystème, soit heureux. Alors c'est encore une fois, c'est peut-être très suranné ça. Non, mais en plus, quand comme vous aimez la liberté, j'imagine aussi que votre épouse, avec un mari, qui a des activités, très prenantes, parce que vous faites quand même énormément de choses, heu, Ouais. doit aussi avoir un sens, alors, de l'indépendance, de la liberté, et pas d'un couple complètement fusionnel à être tout le temps ensemble Ouais. parce que, Non, non, sinon ce serait c'est pas vous n'auriez pas pu, développer tout ce que vous avez développé, de cette manière-là, j'imagine. C'est une peut-être, mais interrogation. il y a l'idée du voilà, il y a des choses qui
qui m'animent, il y a des choses qui continuent à être aussi qui sont parties de peut-être de propres blessures, de ce que j'ai vu, vécu. Et puis il y a aussi le fait de se dire, il y a des combats à mener dans cette société. Effectivement, ça peut vous isoler du cocon, de la relation que fusionnelle, mais je pense que la relation fusionnelle entre deux êtres, elle est au-delà de ça. Quand il y en a un qui mène des combats, l'autre ne se sent pas forcément dépossédé parce qu'il y en a un qui mène des combats et l'autre peut mener aussi lui des combats Sûr. et il y a toujours des temps pour se retrouver. Donc je peux pas imaginer que dans un couple, il y en ait un qui prenne sur l'autre une part ou qui dépossède l'autre d'une part de sa liberté. Je pense que tôt ou tard, ça finit par se rompre. Donc, parce que ça devient étouffant, ça devient toxique, ça devient ci, ça devient ça. C'est compliqué, encore une fois. On a l'air de parler comme ça, très simplement. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. En fonction de la disposition d'esprit dans laquelle vous êtes un peu affaibli, vous êtes un peu fatigué, vous êtes anxieux, vous avez des paramètres comme ça qui vont rentrer et qu'à un moment donné, vous dites: «Bah, je serais bien content que l'autre m'écoute un peu» et là, Mmh. à ce moment-là, l'autre n'a pas de disponibilité pour vous. Bon, voilà, Ce qui est donc le tout propre ça, du couple et de la je crois qu'on fait, pourquoi je vous parle souvent et je prends ce mot de verticalité? Parce que j'imagine toujours la vie entre 2 mondes. Il y a l'ordre et le désordre et donc il faut marcher droit entre l'ordre et le désordre. Bah, il y a des jours, vous mettez le pied dans le désordre, il y a des jours, vous mettez trop le pied dans l'ordre et vous êtes devenu, un peu ennuyeux et trop dans le désordre, vous êtes un peu ennuyeux. Donc à un moment donné, de retrouver le cap, de retrouver sa verticalité ensemble ou seul, ça permet de reprendre la route mmh. finalement. Mmh. Et c'est ce que je crois, pour, peu importe le couple, sa durabilité et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tout ça est une question de cap. D'ailleurs, je sais plus qui l'a dit, mais, la vie, de couple, c'est une vision des fois commune, d'objectifs à atteindre. Mmh. Donc on se dit: «Bon, bah, on n'est pas d'accord sur tout, mais ça, c'est l'objectif». Moi, le modèle de mes parents, c'était étonnant parce que, on vivait dans des quartiers, ce qu'on appelait des cités ouvrières et ils étaient d'accord sur une chose: acheter une maison. Mmh. Chemin de vie. Voilà, on aura un jour une maison, on n'habitera plus en entendant le voisin du dessus qui se lève en même temps que nous ou celui qui se couche plus tard. Non, on veut plus ça. Donc le cap, c'est sou par sou, on va réussir à acheter une maison. Et ça, pour moi, c'est une exemplarité de mes parents d'avoir eu à vie, jusqu'à la fin de leur vie, l'idée d'un projet commun d'une maison. Et vous pensez que c'est un ciment d'avoir un projet commun? Mais bien sûr, c'est, la vie sans projet, vous regardez la terre qui va vous ensevelir Non, parce mais que je vous parlais faites dans le le couple, hein. mais encore une fois, quand vous me parlez d'un couple, vous avez une approche assez binaire. Mmh. Mais c'est qu'à un moment donné, ça fait unité, Mmh. ce couple. C'est plus un homme, une femme, c'est pas Oui, 2 vous hommes, avez 2 dit femmes, 2 égale 1. ça fait 2 égale 1. Donc ce 2 égale 1, finalement, ont besoin par moment de refaire un cap. S'il y a plus de cap commun, on peut en débattre, on peut Mmh. s'entendre, dire: «Bon, il y a plus de cap commun, on se quitte bons amis». Mais le ciment, c'est le cap, mais y compris pour un individu. Un individu sans projet, c'est un ennemi pour lui-même. Mmh. C'est-à-dire qu'il va finir par regarder toujours d'ailleurs, vous voyez bien que quand quelqu'un commence à ne plus avoir de projet, il a tendance physiquement à s'incliner, comme s'il allait tirer sa révérence. C'est une horreur. Donc je reprends toujours les propos du général MacArthur, il dit: «La vie est un projet. S'il y a pas de projet, alors faut regarder la terre qui va vous ensevelir». Donc c'est ce ciment est le projet pour tout à chacun. Alors quand on arrive à mettre un projet en commun et faire que un et un fassent une seule unité, bah, c'est à peu près gagné et vous continuez à avancer sur le chemin de la vie. C'est toutes ces mécanismes-là, moi, qui m'intéressent d'observer, et ça, c'est vraiment un moteur fort. Le jour où il y a plus de projet commun, bah, vous savez que c'est fini. Vous le savez. Ouais. Vous ne l'admettez pas forcément, mais vous savez que c'est fini. Et alors dans vos affaires, vous dites que vous avez des cycles de 7 ans. Est-ce que vous Ouais. pensez que dans une vie de couple, il y a des cycles comme ça et qu'il faut, essayer, de se réinventer pour durer? Mais, que ce soit une vie de couple, que ce soit une vie d'entrepreneur, c'est le projet qui fait encore une fois l'unité. Donc ça veut dire que quand vous avez fait un parcours, que vous avez coché les cases de ce parcours, vous avez, eu envie d'enfants, vous avez eu envie d'une maison, vous avez eu envie de créer une entreprise et cetera. Les coches sont là. Mmh. Soit vous essayez de protéger ça du mieux que vous pouvez, mais ça ne durera pas.
soit vous envisagez d'avoir un autre projet. Et encore une fois, c'est de refaire le cap. Donc, je me suis toujours mis dans la tête d'avoir un nouveau projet tous les 5 ans. Ah, j'ai dit 7, je me suis, Non, mais c'était trop long. c'est pour arriver à 7. Ah oui, d'accord. 5 est une finalité. Je me dis, Ouais. voilà, j'ai construire une entreprise, c'est 3 premières années, vous mesurez les erreurs, les échecs, ce qui pourra durer, ce qui ne pourra pas Mhm. durer. Il reste 2 ans, normalement, c'est un peu l'épanouissement. Et au bout de ces 5 ans, se dire, on se voit où demain? Mais j'ai la même réflexion quand je recrute des collaborateurs ou des collaboratrices. Parce que quand je recrute, aujourd'hui, je ne recrute que des gens dans mes entreprises qui ont beaucoup plus de diplômes que moi, qui ont beaucoup plus de connaissances même par moment. Donc j'ai 2 questions. 1, pourquoi vous voulez travailler pour le groupe? Et 2, donc je peux avoir une réponse assez Wikipédia, peu importe. Deuxième question, c'est vous voyez où dans 2 ans? Et et que les personnes finalement aiment parler de leurs ambitions. Mm. Alors regardez comme nous, les Occidentaux, nous sommes gênés du fait de parler de nos ambitions. Vous avez sous les yeux un CV qui a une dizaine d'entreprises, et la personne vous dit non, mais moi, si vous m'embauchez, je bouge plus. Mm. Et c'est pas vrai, on va pas commencer par se mentir. Donc, dans le fait de dire à quelqu'un, on se voit où dans 2 ans, quelqu'un qui vous dit, moi, je me vois directeur général, donc à votre poste, et comment je peux y arriver? Donc, formation, etc., etc. Et en échange de quoi, pendant ce temps, je vous demanderai aussi de remplir la mission pour laquelle je vous rémunère. Mais ce lien de confiance vous voyez où dans 2 ans, continuer à évoluer, il faut le mettre en lumière. Vous ne pouvez pas croire que quelqu'un va se scléroser dans votre entreprise. Il se fait mal à lui-même, sans avoir cette envie d'ambitionner un petit peu d'épanouissement social, et vous, tôt ou tard, vous allez vous retrouver dans une zone de frustration, à ne pas pouvoir dire à quelqu'un qui n'a pas évolué de son poste que vous allez mieux le rémunérer. Non, parce qu'il Mm. remplit une mission. Donc c'est toute cette complexité, cette capacité à refaire dans la vie de l'entreprise un cap, c'est vrai. Parce que, qu'on le veuille ou non, un couple, c'est une entreprise. Oui. C'est Ouais, c'est une oui, co-construction de bien quelque sûr. chose. Donc, à un moment donné, faut se dire: «Mais, c'est bien gentil, on a réussi ça, ça, ça. Bon, on se voit où dans 2 ans?» Et C'est un c'est pas travail vieux, d'équipe, un couple, mais ouais. ça devient donc on retombe dans Eros, Philia et Agapé. Qu'est-ce qu'on va partager? Sans que ce soit, quelque chose de violent, de tyrannique, et qu'est-ce qu'on va partager? C'est quoi le projet? Moi, j'adore, je rencontre des couples très souvent, grâce au magazine Vieux, Mm. je rencontre des couples qui me disent: «Oh bah, non, on va tout plaquer là, hop, fini, on a acheté un bateau, on se tire». Mm. Alors ça, c'est pour des gens qui ont rien. Et puis il y a des gens qui me disent: «Ah, on a racheté un petit potager, on descend et on va bricoler des trucs et puis on vendra sûrement les légumes sur les marchés». «Mais tu es à la retraite, gars». «Ouais, ouais, mais ça, c'est le nouveau projet». Donc Mais d'ailleurs, j'ai interviewé Antoine Decaune, mmh, également, qui disait, pour bien vieillir, faut avoir des projets et de la curiosité. bien sûr, bien sûr. Et vous savez, on parle toujours des arts martiaux. On a évoqué tout à l'heure, la notion des arts martiaux, et moi, quand j'étais gamin, j'avais une passion pour, la vie des samouraïs, enfin, j'ai même toute une bibliographie là-dessus, jusqu'à encore, très récemment. Et je me souviens que, heu, un des écrits du XVIIe siècle disait, «Le samouraï n'a pas peur de la mort, il a peur d'avoir mal rempli sa vie». Mmh. Mmh. Et c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, Très juste. tout est une succession de projets jusqu'à la fin. Et il m'arrive de voir des gens qui, hélas, vont plus très bien, et que même l'idée d'un projet à la journée est déjà très très fort. Mmh. Quand je travaille en milieu pénitentiaire, il y a des gens qui me disent: «Je me lève parce que je sais que vous venez». Vous voyez, donc le projet, c'est de savoir quel jour je vais donner le cours, et donc là, on se lève, on prend une douche, on se prépare, on va en cours, on a pris les cahiers. C'est un projet. C'est un projet qui évite de sombrer. Donc l'idée du projet, donc cette remise en verticalité, elle est essentielle, et c'est Mmh. vrai pour la vie de tout à chacun, mais c'est aussi largement vrai pour un couple. S'il n'y a plus de projet, on se quitte bons amis, mais on se quitte quand même. Si on revient sur le monde de la gastronomie, ça reste toujours un univers, très masculin, même si effectivement il y a des choses, il y a beaucoup de femmes qui arrivent sur des postes de chef, étoilés. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a encore si peu de femmes, chefs à ce niveau-là? Est-ce que, c'est le rythme de vie? Est-ce que enfin, je sais pas, qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'il y en a moins que d'hommes? Alors, c'est vrai qu'il y en a moins que d'hommes, c'est un peu moins vrai maintenant, parce que la mise en lumière des femmes est de plus en plus forte, hein. On Mmh. parlait souvent de la mère Brasier, maintenant on peut Ouais, parler de Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic, ouais. de femmes formidables comme ça, qui ont une cuisine d'auteur.
C'est rare. Mais Énormément de on cite souvent Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic, mais il y en a quand même beaucoup moins. Ah oui, il y a Si, Stéphanie Lequelec, il y en a ouais. mais il y en a beaucoup moins que des hommes, je vous Ouais, ouais, l'accorde. ouais. C'est parce que ces femmes-là sont allées dans l'univers où, on pouvait être mises en lumière médiatiquement et c'est formidable. Or qu'il y avait énormément de femmes dans nos métiers qu'on ne voyait pas. Mmh. Les femmes qui tenaient un café Bougné à Charbon dans le 20e arrondissement, c'était en général l'épouse du patron, invisibilisée par le patron qui lui livrait le charbon. Mais il y Mmh. avait des femmes dans le métier, elles s'étaient pas mises en lumière. Ce qui est vrai aussi, c'est que, c'est Auguste Escoffier qui le dit, ce sont des métiers qui étaient extrêmement durs, Mais c'est ça. avec un rythme de vie Mmh. où la confrontation entre hommes déjà était très violente. Mmh. Beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de violence dans ces brigades, on vivait, entre soi, beaucoup de chaleur, beaucoup de poids, beaucoup de transport, beaucoup de maladies musculo-squelettiques dans ces métiers. Donc on pouvait comprendre que les femmes n'y trouvaient pas, leur rythme de vie et puis, les choses ont évolué. Mais, et ça continuera à évoluer. Maintenant, je m'interroge pas sur le fait que des hommes ou des femmes, soient plus ou moins représentés dans ces métiers. Ce qui m'inquiète, c'est cette relation aujourd'hui qu'on a avec ce métier, qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent avoir un rapport sacrificiel au travail et qui se disent: «Bah, finalement, moi je ne me vois pas travailler le soir» ou «Je ne me vois pas travailler en dehors, de la vie sociale». Or que nos métiers, font que nous travaillons quand les autres se reposent. C'est C'est ça. la base. Donc effectivement, aujourd'hui, on se dit: «On ne trouve pas encore assez de femmes» et c'est vrai, mais on va le risque de perdre aussi beaucoup d'hommes dans nos métiers qui ne veulent plus avoir ce rythme, de travail. Vous sentez que vous avez plus de mal à recruter, aujourd'hui qu'il y a Ah, quelques années? c'est chiffré, c'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, en France, c'est pas simplement vrai pour cette industrie, hein, parce que c'est une industrie. Il manque 200 000 postes, par an. Donc, pour des problèmes divers et variés, hein. Évidemment, plus de rapport sacrificiel au travail, démographie aussi qui commence à s'arrêter. C'est des métiers où on commence tôt, mais on arrêtait très tôt. Donc effectivement, il y a des problèmes de recrutement dans nos métiers, hommes-femmes et aujourd'hui, il y a plus de sur la grille de recrutement, sur la grille des salaires, il n'y a pas de différenciation. Je suis aujourd'hui le patron encore quelques mois d'un syndicat et je vois que je constate d'ailleurs, on ne fait pas attention si la personne est une femme et elle aurait un salaire moindre que l'homme. On se dit, bah, j'ai trouvé une solution métier, qu'elle soit un homme ou une femme. Donc on n'a pas de ces a priori là, mais c'est vrai que on peine encore à recruter beaucoup dans nos métiers et que les femmes arrivent à monter dans la hiérarchie de ces métiers, d'être reconnus dans la hiérarchie de ces métiers, mais encore trop peu, c'est vrai. Mmh. Et en même temps, il faut remettre des règles dans nos métiers pour que des règles de vie en commun, des règles d'éducation. Je sais que mes confrères n'aiment pas que je parle comme ça, mais il y a des règles d'éducation à avoir, de comportement au travail qu'il faut encadrer. C'est-à-dire qu'un homme, une femme, que ce soit un homme ou une femme, les propos qui sont tenus doivent être des propos, de bonne éducation. C'est-à-dire que Mmh. et ça, c'est le Parce rôle qu'on entend dire que dans certaines cuisines, ça peut être assez violent même. mais on l'entend, trop souvent le dire, c'est pas totalement faux. Je fais partie en 2014 des gens qui avons contesté ça et commencé à mettre des choses en place. Après, on a des gens qui sont de très, très bons artisans, mais qui n'ont aucune formation managériale. Ouais, c'est ça. Donc le sens de C'est 2 métiers l'autorité complètement différents, ah quoi. oui, devient autoritaire, la mode du chef, qui parle fort, qui tape du poing sur la table, comme on dit, alors que ça sert pas à grand chose, bah, c'est encore ce qui fait un petit peu recette et donc il faut, encadrer ces métiers d'un point de vue, managérial et encore une fois, dispenser, les propos qu'il faut. Souvent, ça se tient à des mots et des comportements, et de se cro alors il y a aussi une particularité de ces métiers, c'est que nous vivons bien souvent trop ensemble. Mmh. Il y a des chemins de loyauté qui sont pas toujours des chemins de loyauté d'ailleurs, qui se mettent en place parce que 2 fois par jour, vous allez vivre une concentration du temps. C'est très compliqué, d'un point de vue managérial pour des jeunes gens, d'avoir cette pression excessive du temps du service. Mmh. Donc si vous avez, pas des artisans qui ont une formation managériale pour éviter les pressions excessives sur les collaborateurs, eh bien ça explose et les plus fragiles explosent et souffrent de ça. Donc il faut travailler là-dessus pour intégrer dans la formation de l'artisan, cette formation du manager. C'est pas fait du tout. Alors dès lors que vous atteignez quelques niveaux, heu de compétences, diplômantes, bac et plus, bah, là vous avez quelques formations managériales, mais hélas, elles ne tiennent qu'à d'éléments de langage. Mmh. Elles ne tiennent pas sur des faits. Un univers assez concentré, où on a concentré le temps, mais une pression excessive sur les collaborateurs. Comment je fais un briefing pour préparer ça? Comment je fais un débriefing pour
apaiser tout ça et que les mots ne deviennent pas des mots qui sont trop agressifs ou des mots qui ne correspondent pas à une action managériale. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler sur le fond si on veut encore trouver des gens pour accepter de travailler dans le monde des cuisines d'auteur. Parce que ça pose aucun problème dans certaines autres cuisines où si ça vous plaît pas, vous fichez le camp. Mais quand vous avez envie de travailler avec une signature de cuisine, homme ou femme, bien vous dites bon je vais finir par accepter des choses qui sont inacceptables. C'est non. Bien sûr. J'ai envie de revenir une seconde sur l'éducation, parce qu'on a parlé de celle que vous avez reçue, mais celle que vous avez donnée à vos enfants. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû déconstruire de ce que vous aviez reçu par rapport à ce que vous avez transmis à vos enfants? Ah oui, vous avez tout à fait raison. Moi, personnellement, j'ai essayé de construire un père solide au travail, d'essayer de faire en sorte que ses enfants fassent de bonnes études, dans des bonnes écoles, dépenser beaucoup d'argent pour ça. Et finalement, à 18 ou 20 ans, ce que vous prenez dans le nez, c'est que t'étais pas là. T'étais pas assez présent. C'est pas ouais, tu nous as payé des bonnes écoles, on a fait des bonnes études. Et quand je me souviens qu'une de mes filles a atteint une grande école, je lui dis, c'est bien pour les gens de nos origines sociales. Mais de quoi tu parles? Moi, je suis d'une bonne origine sociale. Ouais. Et moi, j'avais transposé mon extraction sociale comme une idée de me venger d'une société qui m'avait peut-être un petit peu tiré vers le bas et de dire à mes enfants, voilà, des gens comme nous. Pas papa, on est comme tout le monde, on a fait école privée, on est allé à une bonne école et j'ai tenté un concours et je l'ai eu. Voilà, mais je me sens pas appartenir à une extraction sociale. Et donc j'étais un petit peu, elles m'ont un peu déconstruit tout ça. Et donc vous prenez dans le nez tout ce qu'elles ont perçu ou tout ce qu'ils ont perçu de votre éducation, mais elles ont gardé une chose, c'est le débat et le débat apaisé. Donc on parle, on discute, on met des mots et donc aujourd'hui elles sont meilleures que moi avec leurs enfants, j'ai l'impression. Mais moi c'était, je protège tout le monde, j'essaie de construire, en même temps je me fais connaître pour qu'on ait plus de moyens, plus de ci, plus de ça. Et en finalité, quand elles ont 18 ou 20 ans, ils vous disent: «Mais ouais, mais les Noëls tu travaillais, le 31 tu travaillais, alors que les parents de mes copains ou de mes copines, ils faisaient la fête et pas nous». Voilà, donc vous prenez toujours un Mais petit truc dans le nez. l'éducation parfaite n'existe pas, hein. On a toujours Non, des on on est est toujours d'accord. reprochable. Donc un jour, j'ai consulté quelqu'un qui m'a dit: «Bah écoute, tu peux répondre que tu as fait ce que tu as pu avec tes outils à Mais c'est toi». ça. Et avec ce qu'on a reçu aussi. Bien sûr, et comme j'avais reçu, de ma mère, de ma grand-mère, de mon père, de mon grand-père, une éducation où on apprenait une chose, le respect. Donc on regardait pas ce qu'avait le voisin, on respectait le voisin, mais il fallait que le voisin nous respecte. Une espèce de code de fonctionnement que le rôle, alors je vous parle de ça, on est en 60-70, le rôle de la femme était une autorité dans la maison et que c'était pas une autorité contestable. Donc il fallait faire avec ça. Je pense qu'à la façon d'un sachet de thé, j'ai continué à diffuser ça pour que on essaye tant bien que mal de faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, la relation, elle est bien. On a ils ont aussi leur code d'éducation, qui me disent: «Oui, mais nous, tu comprends?» «Ah, bah, très bien, attends, moi, je joue au grand-père», mais je pense que j'ai essayé de transmettre après ce que j'ai pu avec les outils que j'avais. Moi, les outils aujourd'hui, quand on me parle, de certaines choses, j'ai toujours l'impression de passer pour un ringard. Et quand je vais dans des pays, souvent, j'étais en Azerbaïdjan, dans des pays comme ça où pour des relations avec le judo, tout ça, bah, il y a encore ces cellules familiales avec un père, certes un peu absent, mais apporteur de et puis une construction assez verticale de leur jeunesse. Bah, ça fait quand même par moments des gens moins abîmés, moins en dépression, moins à chercher des boucs émissaires. Et ce que je regrette souvent, c'est qu'on a basé une société à trouver une responsabilité chez l'autre. C'est pas moi, c'est de la faute du quartier, c'est pas moi, c'est de la faute de Et l'école. chercher des solutions par Et les autres. C'est les autres et qui doivent nous trouver des solutions. alors que ma génération, et notamment ma mère le disait très, Mmh. très bien: «Arrête de chercher des coupables, trouve des solutions». Chercher des solutions plutôt que des coupables, c'est quand même quelque chose qu'on devrait apprendre très tôt. Et est-ce que vous avez éduqué, c'est un fils et 2 filles que vous avez, Oui, c'est oui. ça? Est-ce que vous avez éduqué filles et garçons de la même manière ou est-ce qu'on les éduque Alors différemment? j'ai eu le fils en dernier, donc je pense que ses 2 sœurs se sont occupées de la gestion du fiston. Alors moi, j'ai une relation avec mon fils, je suis très admiratif, de mes enfants, mais mon fils, c'est le seul qui a repris, dans les métiers de bouche, donc on a une relation maintenant,
d'analyser des produits ou choses comme ça. Mais je pense que c'est plutôt ses sœurs. C'est les sœurs qui lui ont appris à faire du vélo, c'est les sœurs qui lui ont appris à nager, c'est les sœurs qui lui ont fait passer tous les examens qu'il avait à passer parce qu'il peinait un peu. Je me souviens que quand ma fille a préparé Saint-Cyr, elle a embarqué son frère pour qu'il passe le brevet des collèges parce qu'il était un petit peu en retard là-dessus. Son baccalauréat, la même chose. Et puis finalement, il a trouvé, lui, sa verticalité au travers de ses deux sœurs qui se sont chargées avec la maman de son éducation. Mais ces deux sœurs ont une part de responsabilité D'ailleurs, c'est un peu le chouchou des deux sœurs. Souvent le petit dernier. Euh, Qu'est-ce que les femmes apportent à la cuisine que les hommes n'apportent pas de la même manière? Est-ce qu'il y a déjà des choses que... oui, bien sûr. D'abord, une femme à la cuisine apporte toujours l'idée du partage et de la commensalité, de rassembler. Et c'est vrai, et des fois avec peu de choses. Les femmes, souvent, une agilité en cuisine. Moi, j'ai vu des femmes avec trois bouts de carottes, 300 grammes de riz qui restent dans le placard et 3 bricoles dans le frigo, faire un repas pour 6. Mmh. Donc les femmes ont une agilité, elles sont moins dans l'approche que technique et professionnelle de la cuisine. Donc ça leur donne une spiritualité, certes une spiritualité un peu laïque, de faire que, de fait, elles rassemblent autour de ce qu'elles produisent. Alors, c'est que mon avis, évidemment, mais aujourd'hui, on voit énormément de créativité chez des chefs femmes absolument extraordinaires, mais de fait, elles ont une agilité à faire des plats qui rassemblent plutôt que de prouver techniquement qu'elles sont au-dessus de tout le monde. Mmh. Or que nous, point de vue masculin, les premières parties de votre carrière, d'abord, vous vous construisez dans la cuisine de quelqu'un d'autre, ensuite, vous essayez de vous émanciper de ce quelqu'un d'autre et de prouver techniquement que vous êtes meilleur. Puis un jour, vous comprenez que la technique doit s'effacer et que vous donnez simplement dans la cuisine de la mémoire et de l'éphémère. Ce qui est tout aussi compliqué. Donc voilà, non, mais elles ont une agilité. Mais encore une fois, quand je le dis comme ça, est-ce que ça ne peut pas être détourné du propos? Bien sûr que si. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Moi, je l'ai vu sur ma mère, ma grand-mère qui, avec rien, moi je me souviens de la fabrication du pain de chien de ma grand-mère. Mmh. Elle considérait que de jeter du pain, ça portait malheur. Donc on gardait tous les croûtons de pain qu'on finissait par tremper dans du lait, dans lequel on ajoutait des œufs et du sucre roux, des raisins secs, on faisait une marmelade avec tout ça et on en faisait un gros gâteau. On appelait ça du pain de chien. Mais c'était bon pour le goûter, ça c'est très bon. Voilà, il y avait une forme de se dire, il y a une économie et, et ça rassemblait. Donc je trouve dans ce qui rassemble, il y a une forme de spiritualité qui est des fois mieux perçue chez les femmes au départ que chez les hommes. En tout cas, c'est une perception que moi j'avais quand j'étais dans des temples au Japon et que j'apprenais la cuisine des temples. Mmh. Et je trouvais que ces moines, qui étaient au départ pas tous des cuisiniers d'ailleurs, avaient cette agilité-là. Et j'ai retrouvé cette agilité dans des petits bistrots qui étaient tenus par des femmes, notamment il y en avait un qui était à Saint-Estèphe. Cette dame avait un toucher de cuisine naturel. Pas de technique, pas de truc, pas de surenchère de quoi que ce soit, mais son rôti de veau était toujours cuit à la perfection. Je mange à la Saint-Ouen très souvent chez une dame qui fait, je sais pas comment elle fait, 200 ou 300 couverts. Elle fait des tartes aux pommes avec un léger défaut, mais elles sont délicieuses et c'est ça. Et ça rassemble des centaines de personnes dans son restaurant, Mmh. or elle est seule en cuisine. C'est unique, il faut protéger ça. Et je trouve que cette femme, elle est merveilleuse parce que elle donne à sa cuisine une forme de spiritualité laïque, hein, peu importe Mmh, oui, bien sûr. ce qu'on veut mettre dans la spiritualité. Mais cette relation du vivant, de la terre à l'assiette, elle est exceptionnelle. Et j'y vais, je mange pas j'essaie de pas manger trop de dessert, mais sa tarte au citron, sa tarte aux pommes. Il y a quelques petits défauts parce qu'elle est encore une vieille gazinière des années 70, mais voilà, ça fait que je suis pas dans la surenchère technique, je suis pas dans la surenchère, mais j'ai rassemblé et j'ai donné de l'émotion. Ça, pour moi, c'est fort. Ouais. Si vous vous mettiez un instant à la place d'une femme, quel regard porteriez-vous aujourd'hui sur les hommes? J'ai du mal à répondre à ça, mais si j'étais à la place d'une femme, j'aurais un regard qui sait peut-être un peu sombre, d'hommes qui ne sont plus vraiment des hommes, dans la rectitude de leur choix. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le paraître, dans l'élément de langage, dans la provocation, mais sur le fond, il y a plus grand-chose. Mmh. Et c'est ce qui me gêne un petit peu, ce qui conduit à des violences absolues chez les hommes l'un qui ont l'impression de perdre pied. Et je pense que on a fabriqué des hommes dans les 40 dernières années qui sont hydroponiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de racines comme ça, que ça flotte dans on ne sait trop quoi, et finalement il y a une perte de repères. Et je pense que il y a pas
il y a évidemment des combats hommes-femmes qu'il faut aider à faire en sorte qu'ils évoluent, mais on a aussi besoin de repères et dans une bonne confrontation au sens pacifique du terme, qui est quand même des valeurs qui permettent à deux parties de se parler, de comprendre et de faire évoluer. Et bien souvent, soit il y a une fuite en avant, soit je pense que si je prenais le regard d'une femme, je me dis mais qu'est-ce que c'est? On n'est que dans l'élément de langage, les mots finalement n'ont plus vraiment de sens. On vous sort un mot par rapport à un autre, mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Donc, je pense que certaines femmes doivent se dire, mais je suis entouré de quoi? Plus personne prend ses responsabilités. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, doivent gêner beaucoup les femmes pour faire évoluer les choses. Parce que la confrontation n'est pas forcément une confrontation violente. Quand on parle de ce qu'il faut faire évoluer pour les femmes, bien sûr, la formation professionnelle, la rémunération, la place de la femme dans nos sociétés, tout ça doit évoluer, mais ça évolue pas contre, ça évolue avec. Donc, et ça, je pense que quand le débat est tronqué dès le départ, eh bien, je pense que si j'étais une femme, je me dirais, mais ils sont où ceux qui étaient un peu enracinés, qui avaient une vision? Ils sont où ceux qui avaient une voix, qui pouvaient ouvrir une voie pour nous aider à évoluer? Et je pense que c'est assez décevant de voir une société, hydroponique comme ça, où on se dit: «Bah, ça flotte comme ça», mais on ne sait pas si c'est solide, enraciné, c'est ça. Or qu'on est entouré, de crises. Vous voyez, je reviens d'un pays, en guerre, hein, je reviens d'Ukraine et j'ai trouvé, hein, que ce soit dans le milieu combattant homme-femme, aller au front, à la guerre, à la mort, ensemble, sans distinction. Et les femmes aujourd'hui qui sont à Kiev ou à Lviv, comme là où j'étais, ou à Kiev ou à Dnipro, qui affrontent dans une rectitude absolue le combat de la guerre, continuer à faire en sorte que le foyer soit là, que les enfants puissent retourner à l'école, et en même temps de prendre leur part. Et elles ont en face d'elles des hommes qui ont pris leur part à la dureté des combats qu'on vient de... Et j'ai trouvé ça fort, et discutais comme ça à table pendant le réveillon en Ukraine, et j'ai pas senti de combat homme-femme. Il y en a probablement, Mmh. mais bien, je parle pas la langue, mais j'ai senti ils faisaient peuple ensemble. Et donc n'attendons pas des situations de crise pour se réécouter, se réancrer et se dire bah on est sur cette planète pour vivre ensemble. Pas Absolument. et ce côté monde parallèle qui est né maintenant, ce qu'on appelle un monde à la Matrix finalement, où je me mets derrière un ordinateur et je ne vis qu'au travers du digital et j'ai plus d'ancrage solide, eh bien ça fait des sociétés hydroponiques, et je pense que des femmes disent: «J'attends pas une rupture ou j'attends pas un débat au travers d'un SMS, mais plutôt qu'on puisse se parler de façon apaisée et que mes mots soient pas interprétés comme des mots toxiques». Et aujourd'hui, on voit même du côté des femmes, si là maintenant je me place du côté des hommes, on se dit immédiatement, on va vous dire: patriarcat, place de la femme, je sais même plus ce que ça veut dire. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on veut, quel combat on peut mener en commun, et avançons. Mmh. Et c'est difficile. Alors, le positionnement des hommes, de fait difficile, mais la femme par rapport à l'homme, si je me place évidemment comme vous l'avez demandé dans la situation de femme, c'est de dire bah, cette société elle est volatile et incertaine parce qu'elle a plus d'ancrage. Et cet ancrage, eh bien il faut le retrouver pour que les hommes et les femmes ensemble puissent aller vers un projet commun. Mmh. Et là, plus ça va, plus on fracture. Et pour finir, si vous deviez passer le relais, quel homme aimeriez-vous entendre ici? À qui donneriez-vous cette place pour une prochaine interview? Oh, énormément de... Je je sais pas, il y a énormément d'hommes qui ont une place légitime à s'exprimer. J'ai beaucoup passé de temps avec des gens qui étaient dans des ONG comme, bon, il est disparu maintenant, monsieur Emmanueli, qui m'a beaucoup appris sur l'alignement des planètes. Ça, c'était un homme que j'aurais aimé entendre sur la position sur des femmes. Évidemment, le président des Restos du Cœur, ou le président du Secours Populaire, avec qui moi j'avais connu Julien Lauprêtre, on a remis, plus, mais où des femmes se retrouvent bien souvent plus touchées par la précarité que les hommes, Mmh. parce elles ont assumé des choses bien plus fortement, où bien souvent les hommes ont failli et ont démissionné, alors que les femmes ne démissionnent rarement, voire même jamais. Donc elles arrivent dans des situations. Donc je fais ces personnages qu'il faut entendre sur la place des femmes dans nos sociétés, parce que les ONG voient un petit peu les dégâts Mmh. et du patriarcat, mais aussi de la place de la femme dans la société qui est très 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 dégradée et en grande fragilité. Donc non, il faut
faut regarder autour de ces personnages, mais plus de personnages politiques, parce que le personnage politique aujourd'hui, il n'est que dans l'élément de langage, je ferai si je suis élu, etc. Je pense qu'on a, je ne veux pas dire du mal des élus parce que j'ai un profond respect, mais je pense que les associations ont une part beaucoup plus grande pour faire vivre les hommes et les femmes ensemble. Et je vois bien que dans toutes les écoles, dans toutes les, les associations qu'on a pu monter autour du sport, autour de l'artisanat, autour de l'art, eh bien, hommes-femmes, j'ai beaucoup moins de problématiques que dans le monde de l'entreprise. Alors que c'est peut-être là qu'il faut interroger ces personnalités qui travaillent dans ces ONG. Un grand merci Thierry Marx pour Merci avoir à vous. répondu à ces questions avec autant de sincérité. Ah, Merci merci, beaucoup. merci.